Bonjour tout le monde, autant vous le dire directement, cette vidéo est un petit peu spéciale. Je vous explique. Il y a quelques temps, j'ai été contacté par les éditions Hungry Minds pour faire la promotion de leur prochain ouvrage en me proposant de me l'envoyer. D'habitude, j'aime pas trop ça, parce que à chaque fois, je me dis que si j'aime pas le livre, ils auront perdu de l'argent et de l'énergie à me l'envoyer. Mais là, déjà, mon contact chez eux, c'était quelqu'un de très sympa, et en plus, cette personne donnait vraiment l'impression de connaître mon travail sur la chaîne, et elle me disait qu'elle était vraiment sûre que ce livre allait me plaire. Alors je lui ai fait confiance. Et j'ai très bien fait. Ce livre, il s'appelle The Book, le guide ultime pour rebâtir une civilisation. Et comment vous dire, c'est une merveille. C'est un guide de 400 pages qui raconte les découvertes, les inventions et les différents systèmes sociaux qui caractérisent l'espèce humaine depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Osez me dire qu'on n'est pas dans le thème de ma chaîne. Quand vous l'ouvrez, il y a une rapide présentation qui vous expose le concept. Imaginez que vous deviez recréer une civilisation à partir de zéro. Comment vous feriez? Ensuite vient le sommaire et là on comprend que ça va être un fabuleux voyage. On part de l'invention du feu, on vous explique comment vous allez vous nourrir, comment vous allez devoir bâtir vos maisons, avec quels matériaux, puis on avance comme ça petit à petit dans le temps avec toutes les découvertes qu'on connaît. Autre point positif, ce livre est magnifique. Tout est illustré à la main, imprimé avec une technique lithographique de qualité, avec des encres de soja pour un niveau de détail. Mais un niveau de détail dans les illustrations, mes amis, vous n'êtes pas prêts. C'est bien plus qu'un livre d'histoire ou de science. En fait, il y a une vraie communauté Hungry Mind un peu partout dans le monde et chacun de leurs projets est largement soutenu. Alors tant que j'y suis, ce livre est en français. Je dis ça parce qu'il a cartonné partout dans le monde, mais l'édition dont je vous parle, elle est bel et bien en français. Et en parlant de communauté, il y a un petit détail qui m'a achevé. Vous connaissez mon goût pour les easter eggs, ces petits détails cachés dans mes vidéos que je glisse ça et là pour les plus attentifs parmi vous. Figurez-vous que dans ce livre, il y a une quête cachée qui conduit à un site secret et à l'heure où je vous parle, seulement 7 personnes dans le monde ont résolu cette énigme cachée. J'adore. Donc voilà, c'est une vidéo sponsorisée, vous l'aurez compris. Et si vous avez envie de faire un cadeau somptueux à un proche pour un anniversaire ou même vous faire plaisir à vous, vous avez un code de 10% avec mon code MATADOR10 en passant par le lien qui est dans la description ou dans le commentaire épinglé. Et là où c'est pas une sponsor comme les autres, figurez-vous que ce livre m'a tellement plu que j'ai décidé d'écrire toute une vidéo autour de ce concept. Donc oui, les images que vous allez voir durant cette vidéo, elles proviennent bien de ce livre. Voilà, désolé, c'était un petit peu long, mais franchement, ça vaut le coup, ce livre est exceptionnel, je ne peux que vous le conseiller. Moi, je vous laisse avec cette petite histoire que je me suis amusé à écrire, j'espère que ça vous plaira, préparez-vous parce que là, vous allez traverser 10 000 ans de civilisation humaine. Allez, bonne vidéo. L'histoire que je vais vous raconter m'est arrivée il y a bien longtemps, un soir d'orage. Une fin d'après-midi d'été, à la chaleur lourde, accompagnée d'un vent annonciateur. Au loin, le tonnerre grondait, sans pour autant éclater, comme une promesse inavouée d'un événement qui n'allait pas tarder à changer ma vie. Ce soir-là, j'étais dans mon salon, bien installé dans mon canapé, regardant avec attention une passionnante vidéo de vulgarisation scientifique. On y parlait progrès, invention, et de façon générale de tout ce qui rend nos existences plus simples aujourd'hui. Et à bien y réfléchir, avec un peu de recul, j'aimais cette idée. Que tout soit là, à disposition, que tout fonctionne autour de moi sans que j'aie besoin d'y penser. J'aime mon époque pour ça. Que la lumière s'allume par un simple appui sur un interrupteur, pouvoir faire bouillir l'eau de mon thé en 1 minute. Regarder une vidéo sur cet écran et apprendre toutes ces choses passionnantes. Pourtant, alors que le contenu fascinant de cette vidéo me captivait, une fatigue latente commença à prendre possession de mon esprit. Et peu à peu, je sentis le son de la tablette s'éloigner. Sans m'en rendre compte, le sommeil s'empara de moi, mixant dans une humeur confuse les grondements lointains du tonnerre et la vidéo qui continuait de se dérouler devant moi. Puis, plus rien. Je me suis endormi avec comme dernière pensée « J'espère que l'orage ne va pas faire sauter l'électricité ». En sombrant ce soir-là, j'étais alors très loin de m'imaginer qu'il allait faire plus, bien plus que ça.
Je ne pourrais dire combien de temps j'ai dormi. 1 heure, 2 heures. Je me souviens juste de ce qui me sortit brusquement de mon sommeil. Un gigantesque coup de tonnerre qui me fit littéralement bondir de mon canapé. Visiblement, l'orage n'était pas tombé bien loin. Intrigué, j'allais jeter un coup d'œil à la fenêtre pour constater les éventuels dégâts. Dégâts que je ne vis jamais du reste. Ou en tout cas, pas ceux dus à l'orage, car à travers la fenêtre, quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris que les rues de ma ville semblaient avoir totalement disparu. Les feux tricolores, les voitures, les trottoirs, tout le décor habituel auquel j'étais habitué avait purement et simplement disparu. En lieu et place, des chemins de terre boueux et de la végétation à outrance. Comment le tonnerre avait-il pu mener à de tels changements ? Et c'est en me retournant que je compris que cet orage était d'une toute autre ampleur. Autour de moi, l'intérieur de mon appartement avait lui aussi radicalement changé. Plus de télévision, plus de console de jeux. Ma bibliothèque avait disparu elle aussi, et la pièce semblait avoir été cambriolée. Au beau milieu, seul vestige de mon ancienne pièce à vivre, la table basse, sur laquelle ma tablette était remplacée par un livre. Accroupi et quelque peu sonné par cette incompréhensible situation, j'observais cet ouvrage magnifique en passant ma main machinalement sur sa couverture, comme pour en apprécier l'aspect légèrement en relief. Et puis la curiosité m'envahit, et je l'ouvris. En première page, une carte que je m'empressais de retourner. Au verso, un dessin de 3 personnes, sûrement les créateurs de ce livre, avec un mot qui accompagnait cette carte. Franck, l'émerveillement n'est rien si la conscience est absente. Bonne lecture. Je tournai alors la première page et je découvris l'objet de cet étrange ouvrage. C'était un guide, un recueil de plusieurs centaines de pages sur les plus grandes inventions de l'humanité. Le premier chapitre s'appelait « Les fondamentaux » et bien entendu, en premier lieu, la première page traitait de l'invention du feu, les différentes méthodes d'allumage et son évolution en fonction des époques. Du simple feu de camp à la torche, originellement constitué d'un simple morceau de bois autour duquel on a enroulé du tissu imbibé de résine d'écorce de conifères. La page suivante était consacrée à la recherche de l'eau. Bien sûr, comment survivre sans cette ressource naturelle des plus fondamentales ? Le livre me donnait tout sur un plateau. Où la chercher, les indices donnés par la nature, etc. Les pages suivantes, consacrées aux plantes comestibles, aux outils, aux abris de base, me firent réaliser à quel point nous venons de loin. Suite à cette réflexion, je posai le livre quelques instants car un bruit attira mon attention au dehors. Machinalement, mon regard se posa alors sur la table basse où une vision énigmatique attira mon attention. Devant moi, à l'emplacement initial du livre, une bougie était apparue. Effrayé, je bondis jusqu'à ma fenêtre et j'eus l'occasion de découvrir que le sol boueux dehors avait laissé la place à des chemins un peu plus entretenus sur lesquels des hommes marchaient, vêtus de vêtements presque préhistoriques. L'un d'entre eux me jeta un regard. Presque effrayé, je m'éloignai alors de la fenêtre et mes yeux tombèrent à nouveau sur ces 2 éléments qui semblaient m'expliquer par leur simple présence le concept de cette aventure qui me tombait dessus ce jour-là. Je commençais à saisir. Le livre n'était pas un simple ouvrage. C'était une sorte de mode d'emploi pour recréer une civilisation à partir de rien. Mais à mesure que je tournais les pages, le monde autour de moi évoluait en fonction des avancées décrites par le livre. C'est là que j'ai compris. Il me fallait parcourir ce livre jusqu'à son épilogue et alors seulement je pourrais retrouver le monde tel que je l'avais laissé. Ok, du calme. S'il fallait reconstruire toute une civilisation à l'aide d'un livre, ça méritait bien de prendre son temps après tout. Allez, un thé. Menthe réglisse, voilà, c'est ça qu'il me fallait. Seul problème, comment le faire chauffer ? Plus de plaques de cuisson, plus de micro-ondes. Ok, ce sera donc un thé froid, dont acte. Bien, et maintenant reprenons, où en étais-je ? Ah oui, les fondamentaux sont là. On sait faire du feu, trouver de l'eau, on sait trouver de la nourriture grâce à des pièges ou notre connaissance des plantes. Et c'est alors que je découvris à la page 148 une invention à laquelle je ne pensais même plus au quotidien. La brique et le ciment.
C'est là que j'ai compris que notre civilisation s'était vraiment construite, sans mauvais jeu de mots, brique par brique. Avec des inventions comme le moulage, l'étape indispensable pour mélanger l'argile. Puis vient la cuisson, avec pour chaque température une couleur. 600 degrés pour des briques rouges foncées, 1000 degrés pour du jaune. Enfin, il nous faudra un élément pour coller ces briques ensemble. Ce sera le rôle du mortier. 3 doses de calcaire pour 1 dose d'argile. On chauffe, on laisse refroidir, puis on ajoute de l'eau et du sable. Voilà. Il ne reste plus qu'à aligner ces briques pour bâtir des maisons de plus en plus solides, isolées et résistantes aux intempéries. Vient ensuite une étape déterminante, le réseau qui va permettre à tous ces humains de se déplacer d'une maison à l'autre, puis d'une ville à l'autre, et réduire ainsi les coûts de transport en offrant des conditions plus fiables pour les marchandises. C'est absolument certain. Il faudra des routes, des ponts à cette nouvelle civilisation. Qu'à cela ne tienne, après un rapide coup d'œil à ma fenêtre, où je pus constater qu'avec ces quelques pages de nouvelles habitations avaient vu le jour autour de moi, je m'attaquais à cet épineux problème des routes. Et pour ça, inutile de réinventer la roue. Un simple gâteau à étages suffit à se représenter la confection de ces routes. Tout d'abord, la base, avec un lit de sable compacté. Au-dessus, une couche constituée de grosses pierres qui sert de couche de drainage, puis plusieurs couches de granit concassé. Enfin, on recouvre tout cela de pavés, et pour combler l'espace entre ces pavés, encore du mortier. Voilà pour le réseau routier. Reste à construire des ponts pour lier entre elles les différentes villes qui sont parfois séparées par des cours d'eau. Et là, c'est encore une autre histoire. Avec les arches et les ponts, contrairement à la route qui repose sur le sol, c'est dans le vide que doit tenir un pont. Le manuel m'apprit coup sur coup les différentes manières de concevoir ces ouvrages, des ponts à haubans aux ponts en arc, et je découvris avec fascination comment le génie humain a compris que ces derniers sont maintenus en place par leur propre poids. Mais je n'étais pas au bout de mes surprises, car en tournant les pages de ce fameux livre, et à mesure que la civilisation se rebâtissait de l'autre côté de mes murs, se dessinaient les contours du XVIIIe et XIXe siècle, qui allaient de manière définitive transformer à jamais la civilisation. En observant par ma fenêtre, je voyais peu à peu le monde évoluer au fil de ma lecture. Les maisons s'étaient multipliées. Je me trouvais dorénavant dans ce qu'on peut appeler une ville, avec ses véhicules naissants, ses commerces, ses routes, et avec elles son trafic, qui imposa peu à peu une irrépressible idée dans la tête de bien des humains. Puisque l'on peut désormais bouger, pourquoi ne pas explorer la planète ? Et quitte à découvrir le monde, pourquoi ne pas tenter d'aller voir ce qui se cachait derrière les océans ? C'est ainsi que la navigation est née. Et avec elle, c'est tout un monde nouveau qui se présenta aux humains. Des inventions révolutionnaires comme la boussole, pratique pour garder le cap, mais aussi les différents nœuds, les premiers bateaux à voile, pour au final se poser la question qui allait inévitablement brûler les envies des explorateurs que nous sommes au plus profond de nous. Pourquoi se contenter de naviguer sur l'eau ? Et c'est ainsi que les premiers sous-marins feront leur entrée. Le livre donnait les premiers conseils de base pour fabriquer son propre sous-marin à pédales. Mais attention, à partir de 30 mètres de profondeur, l'azote contenu dans l'air se dissout dans le temps, et il faudra alors remonter par paliers pour éviter que cet azote forme des bulles. Toujours promptes à conquérir de nouveaux espaces, les humains ne se sont bien sûr pas contentés d'aller voir vers le bas, et dans les pages suivantes, le livre explorait une autre quête de l'humanité qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours, les cieux. Grâce à des inventions comme la montgolfière, les humains commencèrent à percer les mystères de l'aéronautique. Des courants ascendants thermiques ou dynamiques aux courants jet, ces vents au-delà de 10 km, tellement puissants qu'ils peuvent atteindre 300 km/h. Au fil des paragraphes et des illustrations, je m'émerveillais de l'aventure des premiers avions avec les ailes fixes qui exploitent les flux d'air pour créer une portance. Les dirigeables, ces gigantesques machines volantes plus légères que l'air, mais pourtant capables de transporter de lourdes charges.
En tournant les pages de ce guide ultime pour rebâtir une civilisation, je m'aperçus que ces conquêtes de ces nouveaux territoires que sont les fonds marins et les cieux s'accompagnent du développement de ce qu'on appelle la méthode scientifique, qui va donner lieu à une augmentation exponentielle des inventions dans tous les champs où celle-ci sera exercée. Toutes ces inventions, tout ce progrès sont la résultante d'une question que se posent les humains et qui transparaissait parfaitement à la lecture de ce livre. Est-il possible de comprendre comment fonctionne le monde ? Existe-t-il des lois auxquelles les phénomènes naturels obéissent ? Et si oui, peut-on les formaliser, les maîtriser ? C'est ce que proposent de faire des domaines comme la physique, la chimie, et durant le 19e siècle notamment, d'incroyables progrès firent avancer le monde à pas de géant. Les pages du livre sur l'électricité et l'optique en sont un reflet très parlant. La compréhension des phénomènes liés à la lumière a permis aux humains de mettre au point des objets aussi divers que les lunettes de vue, les microscopes, les miroirs, la photographie, ou plus tard, le cinéma. La compréhension des phénomènes liés à l'électricité a quant à elle permis l'apparition des ampoules à incandescence, qui mènera à la transformation du monde que l'on connaît. C'est donc avec confiance que je pris une pause pour aller voir à la fenêtre l'état du monde. À quelques mètres, effectivement, des lampadaires avaient fait leur apparition. Des voitures arpentaient désormais les rues. Le monde avançait à grande vitesse, mais il me manquait pourtant un élément essentiel dans cette grande aventure de la civilisation humaine. La prise de conscience allait être brutale, mais c'était pourtant une évidence que je m'apprêtais à feuilleter pour terminer ce livre. Nous, les êtres humains, sommes bien plus que la somme de tous les progrès technologiques dont nous sommes les inventeurs. C'était pourtant visible, dès la préhistoire à travers les différentes peintures qui fleurissaient dans les grottes. L'humain, au plus profond de son ADN, a un besoin viscéral d'artistique. La peinture, la poésie, la musique, mais aussi la magie, les tatouages, l'origami et toutes ces choses qui font que nous sommes qui nous sommes. Et par-dessus tout, cette notion humaine qui m'a toujours été si chère, les mots, le langage et tout ce qui va avec, l'invention de la machine à écrire, de l'imprimerie, tout cela forme une promesse que nous faisons à l'humanité. Quoi qu'il arrive, ne jamais perdre notre capacité à raconter de belles histoires avec ces mots que nous aimons tant. Car c'est aussi ça l'humain, une capacité intellectuelle qui nous a permis d'inventer le téléphone, puis Internet, mais en parallèle une intelligence émotionnelle qui nous conduit à toujours nous émerveiller devant un joli poème ou un simple reflet du soleil dans un bout de vitrail. Le chapitre sur les jeux compléta cet état des lieux sur l'humanité. D'un simple jeu de dés à l'invention des échecs, en passant par les différents jeux de cartes, ce chapitre me montra à quel point nous avons également passé ces millénaires de développement à jouer ensemble. Nous sommes incontestablement une espèce sociale, et ces jeux encouragent et nous permettent d'assouvir ce besoin de sociabiliser. En allant une dernière fois à la fenêtre, je sus que la partie était presque gagnée. Autour de moi, sans l'avoir pourtant conscientisé durant ces dernières heures de lecture, mon appartement avait peu à peu retrouvé son allure initiale. Dehors, les passants et les passantes étaient vêtus des mêmes vêtements qu'avant cet étrange orage. Ils allaient et venaient en bas de mon immeuble. Peut-être se rendaient-ils dans un restaurant, comme pour illustrer les dernières pages de mon guide qui traite de la gastronomie, en parcourant pêle-mêle les sushis, la restauration rapide, les sodas, ou encore les différents types de cocktails. Voilà, ne l'oublions pas. Nous ne sommes pas uniquement ce que nous avons créé, nous sommes bien plus que ça. Dans l'une des dernières pages de cet ouvrage, un enfant, en gros plan, tournait la tête vers moi. Je me suis longtemps demandé ce que cet enfant voulait me dire à travers ses yeux malicieux. La page sur laquelle il apparaissait traitait des contes et récits que les êtres humains se sont toujours créés. Peut-être que c'était à ces contes et légendes que cet enfant faisait allusion avec son regard appuyé dans ma direction. Je ne le saurais probablement jamais. Et c'est sûrement mieux ainsi. Une fois la dernière page tournée, j'ai refermé le livre. Doucement, avec respect, comme si je manipulais un objet sacré. Autour de moi, tout était revenu.
la lumière, ma tablette, ma bibliothèque. Je me suis alors dirigé vers la fenêtre. À l'extérieur, la vie avait repris dans ma ville. J'entendais des pas, des rires, des gens qui sortaient de chez eux, d'autres qui rentraient fatigués. Et moi, qui observais ce monde après l'avoir reconstruit en tournant ces quelques pages. Tout cela me paraissait si étrange, si irréel. Avais-je rêvé ? Tel un somnambule, je retournai alors m'asseoir sur le canapé, près du livre. Je l'ai observé longuement. J'ai posé ma main sur sa couverture, comme pour le remercier, car désormais, je savais. Derrière chaque chose autour de nous, il y a le résultat de centaines, que dis-je, de milliers d'années d'inventions, de réflexions diverses. Ce livre, je le savais maintenant, ne sera jamais terminé. Sa dernière page n'a de sens que parce que je le consulte en 2026. Mais dans un siècle, ce guide nous mènera encore plus haut, encore plus loin. Peut-être même que certaines pages n'y seront plus, car rendues désuètes par des découvertes que nous n'avons peut-être pas encore faites. En me rasseyant sur le canapé, j'ai vu que ma tablette était de nouveau là. La vidéo sur pause, il ne me restait plus qu'à reprendre ma vie, là où je l'avais laissée, avant ce mystérieux orage. Avec une différence fondamentale cette fois, le guide pour rebâtir une civilisation m'avait donné la vision globale de tout le cheminement qui nous avait permis d'en arriver à regarder cette vidéo sur cette tablette. C'est donc avec un sentiment de plénitude que je relançais alors la lecture ce soir-là. Avec la pleine compréhension des mots des auteurs de ce livre que j'avais découvert au début de mon aventure. Une phrase que je décidais alors de faire mienne pour longtemps encore : « L'émerveillement n'est rien si la conscience est absente ».